De temps en temps, il fronçait les sourcils. Ses yeux clairs devenaient plus fixes. C'est tout ce que les gens pouvaient découvrir de son angoisse. Et pourtant, à ces moments-là, il perdait pied. Il aurait été capable, s'il n'avait gardé un certain respect humain vis-à-vis de lui-même, de tâter les cloisons vernies pour s'assurer de leur réalité. Il était dans un train, une fois de plus. Dans un train qui avait l'odeur particulière des trains de nuit. 4 des compartiments du wagon de seconde classe étaient obscurs, rideaux tirés, et quand, tout à l'heure, cherchant de la place, il avait ouvert des portières au hasard, il avait dérangé des gens qui dormaient. Il se tenait dans le couloir, adossé à la cloison qui portait un numéro sur une plaque d'émail. Il avait levé le store devant lui, et la vitre était noire, froide, visqueuse. On voyait parfois des lumières dans les petites gares de la côte. Comme par hasard, son wagon s'arrêtait toujours devant les lanternes marquées « Hommes » et « Dames ». Il fumait une cigarette. Il avait conscience de la fumer, de la tenir entre ses doigts, de souffler la fumée devant lui. Et c'était cela qu'il y avait de déroutant, de vertigineux même. Il avait conscience de tout. Il lui arrivait sans cesse de se voir sans avoir besoin du truchement d'un miroir. Il surprenait un de ses propres gestes, une de ses attitudes, et il avait la quasi-certitude de les reconnaître. Or, il avait beau fouiller dans sa mémoire, il ne se retrouvait pas dans des situations semblables, surtout sans moustache, en complet de confection usé par un autre, jusqu'à ce mouvement machinal. Il tournait la tête à moitié pour apercevoir, dans le coin du compartiment, Julie, qui, tantôt, les yeux clos, paraissait dormir, et tantôt regardait fixement devant elle, comme aux prises avec un important problème. Or, Julie elle-même faisait partie de ses souvenirs. Il n'avait aucun étonnement à la trouver là. Il la reconnaissait. Il se débattait, se refusait à croire à une existence précédente. Et pourtant, maintes fois, il en était sûr. Il s'était toujours promis de le noter dès ce matin, mais il ne l'avait pas fait. 3 ou 4 fois au moins, en tout cas, il avait fait le même rêve. Il s'était retrouvé dans une barque à fond plat, avec des avirons trop longs et lourds à manier, dans un paysage dont, même éveillé, même à distance, il revoit les détails. Un paysage qu'il n'avait jamais contemplé dans sa vie d'homme, composé de lagunes verdâtres et de collines d'un bleu violacé, comme on en trouve dans les tableaux des vieux maîtres italiens. Chaque fois qu'il avait fait ce rêve-là, il avait reconnu l'endroit. Il avait éprouvé la satisfaction qu'on ressent en arrivant dans un site familier. Mais ce n'était pas possible pour le train, pour Julie. Il était de sang-froid. Il raisonnait. Il s'agissait d'une scène qu'il avait souvent vue avec d'autres acteurs. D'une scène, sans doute, qu'il avait si violemment désiré vivre en personne que maintenant. Cette façon de se retourner vers le compartiment, cette satisfaction qui devait se lire sur son visage quand il voyait sa compagne endormie. Et ce geste interrogateur de la femme, ce mouvement de menton quand le train entra bruyamment dans une gare plus importante et que des nouveaux s'élancèrent à l'assaut du train. Cela signifiait « Où sommes-nous » Comme la porte vitrée était fermée, il articulait en détachant les syllabes, afin qu'on pût lire le mot sur ses lèvres. Toulon. Il répétait Toulon. Toulon. Elle ne comprenait pas, lui faisait signe d'entrer, lui montrait la place libre à côté d'elle, et il allait s'y asseoir. Sa propre voix avait un nouveau son. Toulon.
elle sortait une cigarette de son sac. « Donne-moi du feu. » Elle le tutoyait pour la première fois, naturellement, parce que, pour elle aussi, sans doute, c'était un moment qu'elle avait déjà vécu. « Merci. Je crois qu'il vaut mieux aller jusqu'à Nice. » Elle chuchotait. Dans le coin d'en face, un homme d'un certain âge, aux cheveux déjà blancs, était endormi, et sa femme, vieille aussi, veillait sur lui comme sur un enfant. Il devait être malade, car une fois déjà, elle lui avait fait avaler une petite pilule verdâtre. Elle les regardait, Julie et Monsieur Monde. Et Monsieur Monde était honteux, parce qu'il se doutait de ce qu'elle pensait d'eux. Sûrement aussi qu'elle lui en voulait à Julie, à cause de sa cigarette qui risquait d'incommoder le vieillard. Mais elle n'osait pas le dire. Le train repartait. « Tu connais Nice ?» Cette fois, le tu n'était pas si naturel. Julie avait eu le temps de le préméditer. Il aurait parié qu'elle l'employait à cause de la dame d'en face, parce que c'était plus logique ainsi, que cela correspondait à une situation connue. Un peu, pas beaucoup. Il y était allé plusieurs fois, 3 hivers de suite, à vrai dire, avec sa première femme après la naissance de leur fille, parce que celle-ci, bébé, faisait chaque année une bronchite, et qu'à cette époque-là, les médecins recommandaient encore la Riviera. Il descendait dans un grand hôtel bourgeois de la promenade des Anglais. Moi, je ne connais pas. Ils se turent. Elle acheva sa cigarette, qu'elle eut de la peine à éteindre dans l'étroit cendrier de cuivre. Puis elle croisa et décroisa ses jambes, qui se dessinaient en clair dans l'ombre bleutée, chercha sa pose, s'enfonça dans le capiton, et enfin appuya sa tête sur l'épaule de son compagnon. Cela aussi, c'était un souvenir que... Mais non, c'était des autres, 10 fois, 100 fois, qu'il avait vu dans cette posture. Il avait essayé d'imaginer leurs impressions, et voilà que maintenant il était un des acteurs. C'était lui qu'un jeune homme, debout dans le couloir, il avait dû monter à Toulon, regardait en collant son visage à la vitre. Cette procession, sur les quais de la gare, à travers les voies, cette bousculade lente et monotone vers la sortie, les billets qu'il cherchait dans toutes ses poches. Je vous assure que vous les avez mis dans la petite poche du gilet, à gauche. Elle lui redisait vous. Des pisteurs lançaient à la volée des noms d'hôtels, mais elle ne les écoutait pas. C'était elle qui conduisait. Elle allait droit devant elle, se faufilait beaucoup plus vite que lui, et, une fois la porte franchie, il vaut mieux laisser nos bagages à la consigne. Ils n'avaient chacun qu'une valise, mais celle de Julie était lourde, encombrante surtout. Ainsi, une fois hors de la gare, il n'avait plus l'air de voyageur. Il descendait tout de suite vers le centre de la ville, par une belle nuit claire. Il y avait encore des cafés ouverts. De loin, ils aperçurent les lumières du casino de la Jetée, et leurs multiples reflets sur l'eau de la baie. Julie était sans admiration comme sans étonnement. Parce qu'il lui arrivait de tourner un de ses hauts talons, elle tenait le bras de l'homme, mais c'était elle qui conduisait. Elle allait de l'avant, sans rien dire, avec la tranquillité d'une fourmi que mène son instinct. C'est la fameuse promenade des Anglais, hein? Des candélabres à l'infini. La vaste étendue de la promenade, le long de la mer, avec ses petits pavés jaunes et ses bancs déserts, des files de voitures devant les casinos et les palaces. Elle n'était pas éblouie. Elle allait toujours, jetait un coup d'œil dans toutes les rues transversales, et enfin s'engageait dans l'une d'elles, s'approchait des rideaux qui voilaient les baies d'une brasserie, afin de regarder par l'entrebâillement.
On pourrait voir ici. C'est un café, objecta-t-il. Mais elle lui désigna, après le café, dans le même immeuble, une porte surmontée du mot « hôtel » en lettres blanches. Ils pénétrèrent dans la lumière, et elle se laissa tomber avec une certaine lassitude sur une banquette pourpre. Son premier geste fut ensuite, parce qu'il y avait du monde, d'ouvrir son sac, d'élever le miroir à hauteur de son visage et d'écraser du rouge sur ses lèvres. Elle demanda à Monsieur Monde. « Vous mangez ?» Ils n'avaient pas dîné à Marseille, parce qu'à l'heure où ils auraient pu le faire, avant le départ du train, ils n'avaient pas encore faim. « Qu'est-ce que vous avez ?»« D'excellents raviolis. De la soupe à l'oignon pour commencer, si vous voulez, ou bien un steak saignant. » Plusieurs tables étaient occupées par des gens qui soupaient, et on vint dresser des couverts devant eux. Malgré les lumières des globes électriques, il y avait une certaine lassitude dans l'air, comme une grisaille. Ceux qui étaient là parlaient peu, mangeant consciencieusement, comme on fait un vrai repas. Dans le coin à gauche, regardez, lui souffla-t-elle. Qui est-ce? Vous ne le reconnaissez pas? C'est Parson, un des 3 frères Parson, les acrobates au trapèze volant. C'est sa femme qui est avec lui. Elle ne devrait jamais porter un tailleur, car ça lui donne l'air d'un pot à tabac. Elle a remplacé dans leur numéro Lucien, celui des 3 frères qui a eu un accident à Amsterdam. Des gens quelconques. L'homme, qui pouvait avoir 35 ans, avait plutôt l'air d'un ouvrier bien habillé. Ils doivent être en représentation ici. Tenez, 3 tables plus loin. Elle s'animait, toute son antipathie disparaissait. Pour souligner ses phrases, elle posait sans cesse la main sur le poignet de son compagnon, afin de le forcer à l'admiration. Jeannine dort, la chanteuse. Celle-ci était noire comme un corbeau. Ses cheveux huileux lui tombaient des 2 côtés du visage. Sur son teint blafard se dessinaient des yeux immenses, aux cernes profonds, une bouche saignante. Seule à table, tragique et dédaigneuse, le manteau rejeté derrière elle, elle mangeait des spaghettis. Elle doit avoir plus de 50 ans. N'empêche qu'elle est encore la seule à tenir une salle en haleine pendant plus d'1 heure, rien qu'avec ses chansons. Il faudra que j'aille lui demander un autographe. Elle se leva soudain et se dirigea vers le patron qui se tenait près de la caisse. Monsieur Monde ignorait ce qu'elle voulait faire. On les servait. Il attendait. Il la voyait parler avec assurance. Puis le patron tournait la tête vers lui, semblait approuver. Elle revenait. « Donnez-moi le reçu de la consigne. » Elle alla le porter et revint. « Il leur reste une chambre à 2 lits, à moins que ça ne vous ennuie. D'abord, il n'aurait peut-être pas eu 2 chambres libres. Et puis, ça n'aurait pas semblé naturel. Tenez, les 4 filles, à droite de la porte. Ce sont des danseuses. » Elle mangeait avec la même application qu'à Marseille, mais ne perdait rien de ce qui se passait autour d'eux. Le patron m'a dit que ce n'est pas encore l'heure. Il n'y a que les music-halls qui ont fini, mais les numéros des casinos et des boîtes de nuit ne commencent à rentrer qu'après 3 heures. Je me demande... Il ne comprit pas tout de suite. Le front de la jeune femme était barré d'un pli volontaire. Elle devait penser à un engagement. On mange bien, et ce n'est pas cher. Il paraît que les chambres sont propres. Ils buvaient leur café, quand un chasseur vint leur annoncer que leur bagage était arrivé, et déjà monté dans la chambre. Julie, malgré les fatigues de la nuit précédente, ne paraissait plus avoir sommeil. Elle regardait Jeannine d'Or, qui, par une petite porte, se dirigeait vers l'escalier de l'hôtel. Ils couchent tous ici. Dans 1 heure, il en arrivera d'autres. Mais 1 heure, c'était quand même trop long. Trop vide.
Elle fuma encore une cigarette, se leva en bâillant. Montons. Ce ne fut que le 3e jour qu'ils firent l'amour. 3 journées incohérentes. Leur chambre, qui donnait sur une cour étroite, n'était meublée que de vieilles choses ternes, avec, par terre, un tapis grisâtre qui montrait la trame, un fauteuil recouvert de tapisserie, un papier peint plus brun que jaune, et, dans un coin, un paravent qui cachait la toilette et le bidet. Le premier soir, Julie s'était déshabillée derrière le paravent, d'où elle était revenue en pyjama à rayures bleues. Mais, pendant la nuit déjà, elle avait retiré le pantalon qui la gênait. Il dormit mal, dans le lit voisin, qu'une table de nuit et la largeur d'une carpette séparaient de l'autre. Il ne digérait pas son souper. Plusieurs fois, entendant du bruit dans la brasserie, il faillit descendre pour demander du bicarbonate de soude. Il se leva dès 8 heures, s'habilla sans bruit, sans éveiller sa compagne qui avait rejeté les couvertures, car le radiateur était brûlant, la chambre surchauffée et sans air. C'était peut-être cela qui l'avait oppressé pendant la nuit. Il descendit en laissant sa valise bien en évidence, pour éviter que Julie crût qu'il était parti pour toujours. La salle de café était vide. Il n'y avait personne pour le servir, et il alla prendre son petit déjeuner dans un bar plein d'ouvriers et d'employés. Puis il marcha le long de la mer, sans penser à cette autre mer, au bord de laquelle il avait rêvé de s'étendre en pleurant. Peut-être avait-il besoin de s'habituer? Le ciel était d'un bleu très clair, enfantin, la mer aussi, pareille à une mer sur une aquarelle d'écolier. Des mouettes se poursuivaient, blanches dans le soleil, et des arroseuses dessinaient des bandes mouillées sur le macadam. Quand il rentra, vers 11 heures, il éprouva le besoin de frapper. « Entrez !» Elle ne pouvait pas savoir que c'était lui. Elle ne portait que son cache-sexe et son soutien-gorge. Elle avait branché un fer électrique à la douille de la lampe, et elle repassait sa robe de soie noire. Elle lui demanda « Vous avez bien dormi ?» Le plateau de son petit déjeuner était sur la table de nuit. « Je serai prête dans une demi-heure. Quelle heure est-il ? 11 heures ? Si vous voulez m'attendre en bas. » Il attendit en lisant un journal de Nice. Il prit l'habitude de l'attendre. Ils déjeunèrent encore en tête-à-tête. Puis ils sortirent, et ils avaient à peine atteint la promenade des Anglais, à hauteur du casino de la Jetée, qu'elle le priait à nouveau d'attendre, et qu'elle disparaissait dans le casino. Elle l'entraîna ensuite dans une rue du centre de la ville. « Attendez-moi. » Sur une plaque d'émail, il y avait un nom grec, suivi du mot « impresario ». Elle revint furieuse. « Un cochon !» dit-elle sans s'expliquer davantage. « Si vous aimez mieux aller vous promener de votre côté... » « Où allez-vous ? J'ai encore 2 adresses. » Et, farouche, les lèvres serrées, elle arpentait les rues de la ville qu'elle ne connaissait pas, interrogeait les sergents de ville, grimpait des étages, sortait des bouts de papier, avec toujours de nouvelles adresses, de son sac. « Je sais où il faudra aller prendre l'apéritif. » C'était au Cintra, le bar élégant. Elle se refit une beauté avant d'entrer. Elle crânait. Elle se demandait même s'il saurait se comporter dans un endroit de cette sorte. Et ce fut elle qui commanda d'autorité, en se hissant sur un haut tabouret et en se croisant les jambes. « 2 roses, barman. » Elle croqua des olives, ostensiblement. Elle examinait les hommes, les femmes, dans les yeux. Elle enrageait de ne connaître personne, d'être une nouvelle à qui on accordait un regard un peu surpris,
à cause de sa petite robe de 4 sous et de son manteau sans luxe. Allons dîner. Elle avait une adresse pour dîner aussi. Puis, avec une certaine gêne, elle commença. « Ça vous ennuie de rentrer seul ?»« Oh, ce n'est pas pour ce que vous pensez. Après ce que j'ai vécu, je vous prie de croire que j'en ai assez des hommes, et qu'on ne m'y reprendra plus. Mais je ne veux pas vous être à charge. Vous avez votre vie, n'est-ce pas? Vous avez été bien gentil. Je suis sûr que, dans les coulisses, je rencontrerai des gens que je connais. À Lille, je voyais tous les artistes en tournée. » Il n'alla pas se coucher, mais il se promena, tout seul, dans les rues. Puis, à certains moments, parce qu'il était là de marcher, il entra dans un cinéma. Encore une image qu'il connaissait, qui sortait du vieux fond mystérieux de sa mémoire. L'homme tout seul, d'un certain âge, qu'une ouvreuse pilote de sa lampe électrique dans le noir d'une salle où un film est commencé, où des voix résonnent, où des hommes plus grands que nature gesticulent sur l'écran. Quand il entra au Gerlis, c'était le nom de son hôtel et de la brasserie, il aperçut, dans la salle, Julie attablée avec le groupe d'acrobates. Elle le vit passer. Il comprit qu'elle parlait de lui. Il monta, et elle vint le rejoindre un quart d'heure plus tard, et cette fois, elle fit sa toilette de nuit devant lui. Il m'a promis de parler pour moi. C'est un chic type. Son père, qui était italien, faisait le métier de maçon, et il a débuté comme lui dans la vie. Encore un jour, puis un autre, et M. Monde s'habituait déjà. Il en arrivait à ne plus penser. Après le déjeuner, ce jour-là, Julie décida. « Je vais dormir 1 heure. Je suis rentré tard la nuit dernière. Vous ne faites pas la sieste ?» Il avait sommeil aussi, vraiment. Ils montèrent l'un derrière l'autre, et c'est en montant de la sorte qu'il revit un couple, des centaines de couples gravir ainsi des marches d'escalier. Et alors, un peu de chaleur affleura sa peau. La chambre n'était pas faite. Les 2 lits, ouverts, laissaient voir le blanc livide des draps, et il y avait des traces de rouge à lèvres sur l'oreiller de Julie. « Vous ne vous déshabillez pas ?» D'habitude, quand il lui arrivait de faire la sieste, et à Paris, au cours de son ancienne vie, cela lui arrivait de temps en temps, il s'étendait tout habillé, un journal glissé sous ses chaussures. Il enleva son veston, puis son gilet. De ce geste serpentin qu'il commençait à connaître, Julie faisait glisser sa robe le long de son corps et la passait par-dessus sa tête. Elle ne s'étonna pas trop quand il s'approcha d'elle en faisant de gros yeux gênés. Elle s'y attendait, évidemment. « Ferme les rideaux. » Et, en se couchant, elle lui laissa une place près d'elle. Elle pensa à autre chose. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait à son front un pli qu'il connaissait bien. Au fond, elle n'était pas fâchée. C'était plus naturel ainsi. Mais de nouveaux problèmes se posaient, et, du coup, elle n'avait plus envie de dormir. La tête appuyée sur une main, un coude sur l'oreiller, elle le regardait avec un intérêt nouveau, comme si, désormais, elle eût acquis le droit de lui réclamer des comptes. « En somme, qu'est-ce que tu fais ?» Et, comme il ne comprenait pas le sens précis de cette question, « Tu m'as dit, le premier jour, que tu étais rentier. Un rentier, ça ne se balade pas comme ça, tout seul. Ou alors, il me semble que ça vit autrement. Qu'est-ce que tu faisais avant ? » ?»« Avant quoi ? » ?»« Avant de t'en aller. » Ainsi, elle cheminait irrésistiblement vers la vérité. Comme, à peine débarquée à Nice, en pleine nuit, elle avait cheminé vers le Gerlis où elle était à sa place. « Tu as une femme ? Tu m'as dit aussi que tu avais des enfants. Comment es-tu parti ?
Comme ça. Tu t'es disputé avec ta femme? Non. Elle est jeune? Elle a à peu près mon âge. Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Tu as voulu faire la noce, quoi. Et quand t'auras mangé l'argent et que tu seras fatigué... Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Et lui, honteux surtout de tout déflorer par des mots aussi bêtes, balbutier sur ce lit défait, devant des seins qu'on ne lui cachait plus et qui ne lui faisaient plus envie. J'en ai eu assez. Comme tu voudras, soupira-t-elle. Elle en profita pour aller faire ses ablutions qu'elle n'avait pas faites, par paresse, tout de suite après l'amour. De derrière l'écran du paravent, elle continuait. T'es quand même un drôle de type. Il se rhabillait. Il n'avait plus envie de dormir. Il n'était pas malheureux. Cette grisaille écœurante faisait partie de ce à quoi il avait aspiré. Ça t'amuse? Questionna-t-elle encore, en réapparaissant nue, une serviette à la main. De rester à Nice? Je ne sais pas. Tu n'en as pas encore assez de moi aussi? Tu sais, il faut le dire franchement, je me demande toujours comment ça se fait que nous soyons ensemble. Ce n'est pas mon genre. Parson m'a promis de s'occuper de moi. Il est bien avec le directeur artistique du Pingouin. Je ne serai pas longtemps en peine. Pourquoi parlait-elle de le quitter? Il n'en avait pas le désir. Il essaya de le lui dire. Je suis très bien ainsi. Elle le regarda, qui essayait de passer ses bretelles par-dessus les épaules, et elle éclata de rire. Le premier rire qu'il eût entendu d'elle. T'es un comique. Enfin, quand t'auras envie de t'en aller, tu le diras. Si je peux te donner un conseil, c'est de t'acheter un autre costume. T'es pas avare, par hasard? Non. Alors, tu ferais mieux de t'habiller convenablement. Si tu y tiens, j'irai avec toi. Elle n'avait donc aucun goût, ta femme? Elle s'était recouchée. Elle allumait une cigarette, dont elle lançait la fumée vers le plafond. Surtout, si c'est une question d'argent, n'aie pas peur de le dire. J'ai de l'argent. Le paquet de billets enveloppés de journaux était toujours dans la valise. Il jeta machinalement un coup d'œil vers celle-ci. Depuis qu'ils étaient au Gerlis, il ne la fermait pas à clé, par crainte de vexer sa compagne. Sous prétexte d'y prendre quelque chose, il s'assura que le paquet s'y trouvait toujours. « Tu sors? Tu veux venir me chercher vers 5 heures ?» On put le voir, cet après-midi-là, assis sur un banc de la promenade, tête basse, les yeux mi-clos dans le soleil, avec, devant lui, le bleu de la mer et l'étincellement des mouettes qui traversaient parfois son horizon. Il ne bougea pas. Des enfants jouaient autour de lui, et parfois un cerceau venait achever sa course entre ses jambes, ou un ballon le heurtait. On aurait pu croire qu'il dormait. Son visage s'était comme épaissi. Les lignes en étaient plus molles. Les lèvres restaient entr'ouvertes. Plusieurs fois, il tressaillit, croyant entendre la voix de M. Loris, son caissier. Pas un instant il ne pensa à sa femme, ni à ses enfants, mais c'était le vieil employé pointilleux qui surgissait dans son rêve. Il ne s'inquiéta pas de l'heure, et ce fut Julie qui vint le rejoindre et qui lui dit « Je pensais bien que je te retrouverais affalé sur un banc. » Pourquoi? Cette question le tracassa un bon moment. « On va t'acheter un costume pendant que les magasins sont encore ouverts. Tu vois, c'est à toi que je pense et pas à moi. Il faut que j'aille chercher l'argent à l'hôtel. » Tu laisses ton argent dans la chambre? T'as tort, surtout s'il y en a beaucoup. Elle l'attendit en bas. Il prit une liasse de 10 000 francs pour ne pas retirer l'épingle.
Une bonne nettoyait le corridor, mais elle ne pouvait pas le voir, car il avait refermé la porte. Les paroles de Julie l'inquiétaient. Il monta sur une chaise et poussa le paquet au-dessus de l'armoire. Elle le conduisit dans une maison anglaise où l'on vendait des vêtements de confection, mais élégants. Ce fut elle qui choisit pour lui un pantalon de flanelle grise et un veston croisé en tissu bleu marine. Avec une casquette, on te prendrait pour un propriétaire de yacht. Elle voulut aussi qu'il s'achetât des souliers d'été en cuir marron et blanc. Ça te change. Quelquefois, je me demande... Elle n'en disait pas davantage, se contentait de le regarder à la dérobée. Elle avait déjà dû aller seule au Cintra, car, quand ils y entrèrent, le barman lui fit un signe imperceptible, et un jeune homme lui adressa un clin d'œil. « Tu n'as pas l'air gai. » Ils burent. Ils mangèrent. Ils allèrent au casino, où Julie resta près de 2 heures à la boule, et où, après avoir gagné 2 ou 3 000 francs, elle perdit tout ce qui lui restait dans son sac. Dépitée, elle donna le signal. « Rentrons. » Ils avaient déjà l'habitude de marcher l'un à côté de l'autre. Quand elle était lasse, elle accrochait sa main à son bras. Ils ralentissaient machinalement quelques mètres avant leur hôtel, comme des gens qui rentrent chez eux. Elle n'eut pas envie de passer par la brasserie. Ils refermaient leur porte. Elle mettait le verrou, car c'était toujours elle qui prenait cette précaution. « Où caches-tu ton argent ?» Il lui désigna la garde-robe. « À ta place, je me méfierais. » Il monta sur la même chaise que l'après-midi, passa la main au-dessus du meuble, mais ne rencontra qu'une épaisse couche de poussière. « Eh bien, qu'est-ce que t'as ?» Il restait là, stupéfait. Elle s'impatientait. « T'es changé en statue ?» Le paquet a disparu. « L'argent ?» Méfiante par nature, elle ne le croyait pas. « Laisse voir. » Elle n'était pas assez grande, même montée sur la chaise. Elle débarrassa la table de tout ce qui l'encombrait, se hissa dessus. Combien est-ce qu'il y avait? À peu près 300 000 francs. Un peu moins. Qu'est-ce que tu dis? C'était lui qui avait honte de l'énormité du chiffre. 300 000. Il faut prévenir le patron tout de suite et appeler la police. Attends. Il la retint. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? T'es dingo? Il ne faut pas. Je t'expliquerai. Et, d'ailleurs, ce n'est rien. Je m'arrangerai autrement. Je ferai venir d'autre argent. T'es riche? Maintenant, elle était presque hargneuse. On eût dit qu'elle lui en voulait de l'avoir trompée, et elle se coucha sans un mot. Se tourna du côté opposé au sien, ne répondit que par un grognement à son bonsoir.